Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ordinateur quantique, de ce que c'est, comment ça marche, quelle est la différence avec un ordinateur classique, est-ce qu'on aura bientôt la chance de pouvoir en avoir chez soi et à quoi ça pourra bien servir. Donc, en termes de fonctionnement, dans un ordinateur classique, vous avez la représentation de plein de choses sous forme binaire. Donc, en termes électriques, c'est facile à construire. Si le courant passe, c'est égal à 1. Et s'il ne passe pas, c'est égal à 0. Donc un ordinateur, c'est en fait une suite d'entrées-sorties, avec en entrée des 0 et des 1, et en sortie d'autres 0 et 1 pour représenter l'information. Donc concrètement, comment ça se passe quand on veut construire un ordinateur classique? On le fait avec ce qu'on appelle des portes logiques. Il existe différents types de portes. Les portes NOT, par exemple, qui inversent les bits entrée et sortie. Concrètement, quand on veut construire ce genre de porte logique physiquement, on utilise des transistors. Donc les microprocesseurs des ordinateurs classiques, c'est un ensemble de transistors, voire même des milliards, concentrés sur une petite surface. Par contre, pour un ordinateur quantique, c'est différent. La représentation en bits est utilisée par ce qu'on appelle des qubits. Ça repose sur le principe de superposition quantique, où en fait, dans les bits classiques, on a 0 ou 1, alors qu'un qubit peut être 0 et 1 à la fois. Donc ça, on utilise des particules qui sont généralement des électrons. Alors les électrons ont ce qu'on appelle un spin, qui peut être soit positif, soit négatif, et il peut être aussi une superposition des deux. Par rapport à un ordinateur classique, eh bien, on a soit un 0, soit un 1, et donc on peut lui faire un calcul à la fois 0 et 1, donc ça permet d'aller 2 fois plus vite. Mais un ordinateur quantique, c'est bien plus que ça. Et en termes de portes logiques, il y a donc toute une zoologie de portes. Ici, par exemple, la porte de Hadamard, où si l'état quantique est égal à 1 en entrée, on a une superposition des deux états en sortie. Et donc tout ça permet de fabriquer un ordinateur quantique. Si on n'avait que des 0 et des 1, on ne pourrait pas traiter l'information. Il faut un petit peu la structurer, que ce soit avec un ordinateur classique ou avec un ordinateur quantique. Avec un ordinateur classique, on utilise ce qu'on appelle des registres. Ici, je vous ai mis deux exemples de registres de 4 bits avec un ordinateur classique où on a successivement les états 0000, 0001, etc. Donc, ce sont 16 états consécutifs pour un ordinateur classique. Par contre, avec un ordinateur quantique, quand on a un registre de qubits, on a une superposition de 16 états à la fois. Mais même plus que ça, en fait, on peut rajouter des proportions, par exemple 20% de 001, etc. C'est une superposition de 16 états à la fois, donc on peut faire 16 calculs en parallèle. Pour un registre de 8 qubits, on a 256 états à la fois, et pour un registre de n qubits, on a 2 exposants n états à la fois. Maintenant que nous avons vu le fonctionnement des ordinateurs classiques et des ordinateurs quantiques, je vais donc maintenant vous exposer la spécificité, les algorithmes et les contraintes de l'ordinateur quantique. En termes de spécificité, un ordinateur quantique, ça n'est pas magique. Ça accélère seulement certains calculs. Et leur utilisation est différente par rapport aux ordinateurs classiques, avec la création de portes quantiques différentes des portes logiques. Et il y a aussi une notion qui n'existe pas par rapport à l'ordinateur classique, c'est cette notion de qubit logique par rapport au qubit physique. Un qubit logique, c'est en supposant que tout fonctionne sans erreur, car un ordinateur quantique est très sensible aux variations extérieures. Et donc pour ça, il y a dû mettre en place un certain nombre d'algorithmes de code de correction d'erreurs. Et donc en pratique, quand on réalise un qubit logique à partir d'un certain nombre de qubits physiques, et tout ça, bien entendu, les codes de correcteurs d'erreurs sont là pour empêcher que le calcul ne se fasse mal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe toute une zoologie de portes quantiques qui prennent en entrée 1, 2 ou 3 qubits et pareil en sortie, voire beaucoup plus. Et pour les plus férus de maths d'entre vous, ce sont des portes représentées par des matrices dites unitaires. Cependant, un ordinateur quantique sera toujours moins polyvalent qu'un ordinateur classique, parce qu'il ne fonctionne pas de la même manière et il ne répond pas aux mêmes problèmes. Cette différence, elle existe de cette manière. Les ordinateurs classiques, en fait, on peut leur donner différentes tâches. Ils exécutent tous ces tâches différentes et à la fin, on peut ramasser le résultat.
Par contre, un ordinateur quantique, lui, fait effectivement beaucoup de calculs en parallèle, mais en sortie, il n'y aura toujours qu'un seul résultat. Ceci est dû à ce qu'on appelle en physique quantique le principe de réduction de paquets d'ondes, qui dit que en fait on ne peut pas connaître l'état de superposition quantique en entier et on ne peut que le mesurer. Et quand on le mesure, ça le réduit à une seule de ses composantes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul résultat en sortie d'un ordinateur quantique. En termes d'algorithmes, il a fallu développer des algorithmes spécifiques, les algorithmes quantiques avec des portes quantiques qui exploitera l'idée de parallélisation massive pour les calculs uniquement dans les calculs intermédiaires avec un seul résultat en sortie comme je l'ai expliqué. Et de plus, il n'existe pas de garantie qu'il existe un algorithme quantique qui soit plus rapide qu'un algorithme classique. Je vous ai mis deux exemples de ces algorithmes quantiques, l'algorithme dit de Grover, où en fait, par exemple, quand on a un tableau avec x et la fonction de x, on demande à l'ordinateur, aux ordinateurs qui soient quantiques ou classiques, quelle est la ligne telle que x, f de x est égal à 42. Donc, dans les ordinateurs classiques, il faut faire une recherche exhaustive. Il y a donc n étapes. Par exemple, s'il y a 1 million de lignes, eh bien, il va falloir potentiellement aller au maximum, regarder 1 million de lignes, donc s'il y a 1 million d'étapes, pour pouvoir arriver au résultat qu'on veut. Par contre, avec l'algorithme quantique de Grover, ceci est réduit à racine de n étapes. Par exemple, quand il y a 1 million de lignes, on n'a plus besoin que de 1000 étapes. Donc effectivement, c'est là que les ordinateurs quantiques montrent leur grande puissance en la matière. Le deuxième algorithme quantique, c'est l'algorithme de Shor. Peter Shor, qui travaillait dans les laboratoires de Bell, cet algorithme permet de rechercher extrêmement rapidement la décomposition en nombres premiers. Et la décomposition en nombres premiers est un problème fondamental dans le monde moderne, car toutes les sécurisations des transactions sur Internet et de communication sont basées sur ces algorithmes dits RSA, et qui consistent en fait à trouver la décomposition d'un nombre en nombres premiers. Par exemple, 70, c'est 2 fois 7 fois 5. 48 279, c'est 3 fois 7 fois 11 exposant 2 fois 19. Ou 56 153, c'est 233 fois 241. Et ça, c'est un problème qui n'est pas très difficile en soi. Il suffit de faire un certain nombre de divisions successives pour pouvoir arriver à cette décomposition. En revanche, le temps nécessaire aux opérations, plus le nombre est grand, ça prend de plus en plus de temps. Comme on peut le voir sur ce graphique, le nombre d'opérations nécessaires en fonction du nombre de chiffres de l'entier à factoriser avec les algorithmes classiques, dits de crible algébrique, augmente exponentiellement. Avec l'algorithme quantique de Shor, c'est différent. On voit qu'il est extrêmement efficace plus le nombre est grand. Et ça, c'est un problème parce que actuellement, les attaques par ordinateur quantique risquent de se multiplier à l'avenir si on ne fait rien. En termes de contraintes, qu'est-ce qu'il y a? Pour pouvoir faire fonctionner un ordinateur quantique, il faut le refroidir de manière extrême à 20 millikelvin, juste au-dessus du zéro absolu. Il y a un effet supraconducteur dont le courant en fait circule sans résistance dans le matériau. La température donc détruit les états quantiques, donc empêche les calculs. C'est pour ça qu'il faut le maintenir dans un froid extrême pour pouvoir réduire les erreurs de calcul. Et cet ordinateur, comme vous pouvez le voir, est relié à un ordinateur classique pour le piloter, pour appliquer les portes quantiques dans les circuits quantiques et de mesurer l'état de sortie pour avoir le résultat et le stocker ailleurs. Vu qu'il y a beaucoup d'erreurs, il a fallu développer des corrections de code d'erreur. Et voici un petit aperçu d'une puce d'ordinateur quantique. Enfin, pour terminer rapidement, un certain nombre de cas d'usage dans les différents domaines donc de l'ordinateur quantique, dans l'énergie et la chimie, la science des matériaux, la santé, l'intelligence artificielle, la prédiction météo et la cybersécurité. Dans l'énergie et la chimie, ça permettrait d'avoir une meilleure compréhension des processus chimiques pour améliorer un certain nombre de procédés, notamment la fabrication de l'ammoniac en 1909, qui est assez coûteux et qui pourrait permettre donc de mieux le faire. En sciences des matériaux, ça aiderait à développer des matériaux supraconducteurs à température ambiante, donc qui amélioreraient également l'ordinateur quantique. Donc on utiliserait l'ordinateur quantique pour faire un ordinateur quantique. En santé, ça permettrait d'accélérer la recherche donc des molécules et de trouver beaucoup plus rapidement de nouvelles molécules potentiellement utilisables dans des médicaments. En intelligence artificielle, ça permettrait de rendre les intelligences artificielles encore plus intelligentes et beaucoup plus rapidement.
Dans la prédiction météo, ce serait d'avoir la possibilité d'avoir des prévisions météo beaucoup plus fines et beaucoup plus fiables à court terme. Et enfin, en cybersécurité, comme je l'ai dit avant, on est dans le mode post-quantum, où il faut développer de nouveaux algorithmes d'encryptage qui sera résistant aux attaques quantiques. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente fin de journée.